Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Café Rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, on a avec nous Jean Chapdelaine. Bonjour Jean. Écoute, bienvenue. Ah, merci. Merci Il y a d'avoir il y a un accepté. tracteur qui passe, Ah, c'est pas grave. c'est bon. C'est la nature. Oui, Merci c'est la d'avoir accepté. campagne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est important pour moi d'avoir quand j'ai eu l'idée de faire ces rencontres-là, j'avais une petite liste qui a grandi au fur et à mesure, mais tu figurais dans cette liste et c'est important pour moi d'avoir des gens qui produisent les huiles, qui sont proches Oui, de oui. la matière et tout, puis surtout de les faire connaître. Euh, donc, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de toi aussi. Ils ont dit: Ah, il faut que tu invites Jean, il faut que tu invites Jean. Je pense que les gens qui ont eu la chance Bon. d'aller te visiter, de voir tes installations, puis d'assister aux ateliers que tu donnes, arrivent toujours avec une forte impression. Et apprécie beaucoup, je pense, ton travail, ton expertise et l'attention que tu y mets. Euh, donc, si tu me permets, je vais juste te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ou peu. Jean Oui. Chapdelaine est producteur d'huile essentielle. Il a sa compagnie qui s'appelle Naturessence. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent voir. Oups, tout le monde. Je pourrais pas décrire le coin où tu vis parce que à chaque fois que j'y vais, c'est avec le GPS, je suis toujours un peu perdu dans la nature. C'est un beau coin montagneux. C'est à quel endroit exactement? Ben, c'est en Estrie, le petit village qui est près de chez moi, c'est Saint-Claude. Donc, c'est dans une petite place montagneuse. Là, c'est très beau. Il y a beaucoup de campagne, pas trop d'agriculture où est-ce que je suis. Donc, je suis entouré de forêts. Là. C'est le fun. Toi, tu C'est intéressant. es installé là depuis combien de temps? Depuis que j'ai commencé à faire des huiles, ça fait 17 ans. Ouais, OK. le temps passe vite. Qu'est-ce C'est comme qui. si c'était hier. Oui, bien, en tout cas, tu as des super belles installations. Tu t'es bien installé au fil des ans. Est-ce que tu peux nous Des parler années, ouais. des années? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de comment tu en es arrivé à t'intéresser aux huiles essentielles? Un peu ton parcours par rapport à ça. Ouais, ben, au départ, j'avais quand même un intérêt. J'étais technicien forestier, donc je m'intéressais beaucoup aux oiseaux plus jeunes. J'ai été dans des clubs d'ornithologie, je me suis intéressé aux plantes, aux insectes. Et puis, en travaillant comme technicien forestier, ben, quand j'allais chez les propriétaires de boisés forestiers, je voyais des tas de branches. Puis là, je posais des questions. Où est-ce que vous envoyez ça, ces branches-là? Puis là, ils me disaient, bon, c'est pour les huiles essentielles. Bon, on ne dira pas que les branches, ils ont souvent attendu pendant un mois de temps, ils étaient rendus noirs à l'intérieur, ça chauffait, mais ça partait tout pour les huiles essentielles. Ça fait que je me suis intéressé un peu à ça. Puis là, finalement, j'avais découvert avec Michael Zayat, qui faisait des petits ateliers de distillation à l'époque, que je pense que j'avais fait à Saint-Camille. Là, j'avais découvert un peu le procédé. Fait que j'étais très enthousiaste par rapport à ça. Puis là, j'ai réalisé que je pouvais faire moi aussi quelque chose à partir de la matière première que j'ai autour de moi. Malheureusement, je n'avais pas le capital pour partir une grosse entreprise, mais probablement que c'est heureusement. Et puis, fait que j'étais un peu sous-capitalisé finalement. Fait que j'ai vendu mes choses que j'avais. J'avais un vieux Westphalia, j'avais différentes petites choses. J'ai vendu mes choses. J'ai réussi à me faire construire, ouais, une cuve et tous les équipements. Mais en fait, celui qui m'a vraiment aidé pour faire parce que ça me prenait vraiment un vrai producteur qui fait du volume pour comprendre les équipements que ça prend, les débits de volume, de vapeur, et tous les petits problèmes, les petites choses techniques qu'il faut savoir. Bien là, j'ai découvert un ancien producteur en Gaspésie qui a accepté je l'ai payé, là, mais il m'a montré tout son savoir-faire. C'est lui qui m'a aidé à construire, à faire construire tous mes alambics sur mesure, tout ce que j'avais besoin. C'est lui qui m'a donné comme l'impulsion de base là, au niveau technique, au niveau vraiment les dimensions, les volumes, comment fonctionne une bouilloire, comment fonctionne l'alambic, les refroidisseurs, etc. Comment faire l'huile. Puis il faisait aussi, en fait, c'est le même gars qui a appris à M. Mingui au départ, chez Alexir, Oui, le mari de Mme de Lucie. oui. C'est le même gars qui a appris. Fait que j'ai appris de lui. Il est décédé aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est à partir de lui que j'ai commencé.
Et puis, après ça, ben là, je suis allé voir le laboratoire La Sève. Là, il y avait des professeurs émérites comme M. François-Xavier Garneau, Paulin qui était là, qui m'ont aidé beaucoup. J'ai rencontré d'autres producteurs français puis du Québec. Puis là, c'est ça, tranquillement, j'ai fait j'ai pris des formations en aromathérapie, etc. Fait que là, tranquillement, je m'intéressais à. Là, je devais comprendre mes chromatographies. C'était beau, j'avais une chromato, mais je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Fait que ça me prenait un cours un peu plus poussé là-dessus. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'est quoi les C'était premières les. huiles que tu as pu expérimenter à produire? J'ai fait du sapin baumier au mois de juin. Donc, à ne pas faire. Mais il fallait que j'essaie quelque chose. J'étais prêt à partir. Et puis, ça l'a fait une bonne huile, sauf que je ne sais pas pourquoi encore, elle ne s'est pas bien conservée. Donc, c'est une huile qui a été faite après l'ouverture des bourgeons, ce qu'il ne faut pas faire normalement, dans le cas de la plupart des conifères. Fait que ça a été le sapin baumier, qui est une super. C'est encore un des plus gros vendeurs au Québec, en tout cas dans mon cas, là, pour ce qui est des huiles du Québec. Je vends que mes huiles à moi. On a eu. Euh, Oui, je ne oui, voulais pas t'interrompre, mais je vais y aller. vas-y. On a eu une question cette semaine sur la distillation justement des bourgeons de Oui. sapin, mais ça pourrait être d'autres conifères. Est-ce que c'est possible d'extraire l'huile essentielle des bourgeons uniquement ou des branches avec les bourgeons? C'est pas une bonne idée? Ben, moi, je ne vois pas de contre-indication, là. C'est sûr, parce qu'il y a des molécules aromatiques qui sont toujours là. Normalement, les conifères, on fait ça après l'aoutement à l'automne. Donc, quand le bourgeon s'est enrésiné et que toutes il s'est chargé un peu tous les feuillages se sont chargés des huiles essentielles qui ont qui ont Pendant- fabriqué pendant l'été, finalement. OK. Puis ensuite, jusqu'au printemps, avant que les bourgeons ouvrent. Mais de faire de l'huile essentielle de bourgeon, moi, techniquement, je pense qu'il y a des molécules aromatiques qui sont là et tout. Moi, quand je l'avais essayé, j'ai remarqué qu'au printemps, l'huile essentielle elle allait s'oxyder plus vite. Donc, OK. je ne peux pas expliquer au niveau de la chimie qu'est-ce qui s'est passé, mais j'évite d'en faire à ce moment-là de l'année, disons. Comme ce printemps, j'ai fait plusieurs tonnes là, de toutes sortes d'essence, mais ça a été toutes des branches qui ont été coupées avant, en fait, c'était en fin d'hiver ou au début de OK. printemps. C'est ça. J'ai trop de questions en même temps dans ma tête. Oui, Mais ça veut dire que si tu mélanges, si tu fais par exemple du sapin au début de l'été, en juin par exemple, avant l'ouverture des bourgeons, puis tu mélanges ça avec ton lot de plus tard pendant la saison, euh, ça risque de faire oxyder le lot plus rapidement aussi là, si ça se mélange. je, connais pas, je ne sais pas exactement, pour être honnête, mais moi, ce que j'ai observé, c'est que quand je l'ai fait, j'ai remarqué que l'huile se conservait moins longtemps. Donc, j'ai dit, OK, je ne le fais pas. OK. J'aurais peut-être pu faire une analyse mais à cette époque-là, mais c'est ça. C'est pour ça que normalement, c'est connu aussi qu'on fait ça plus pendant l'hiver, disons. OK. Ça répond peut-être déjà à la question, mais Yves avait la question, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas distiller sapin baumier après le bourgeonnement? Ben, c'est parce que je pense que pendant l'été, je n'ai pas la réponse scientifique, malheureusement. Moi, c'est une observation que j'ai faite. Donc, je ne peux pas savoir pourquoi. J'aimerais le savoir. Je ne sais pas. Mais c'est ça. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi est-ce qu'il se conservait moins longtemps. Je ne sais pas. Mais si je le compare à une huile qui a été faite en période, mettons, après l'aoutement, c'est-à-dire quand la photosynthèse est finie, puis là, il n'y a plus de photosynthèse pendant l'hiver, bien, dans cette période-là, les aiguilles sont vraiment chargées d'huile essentielle. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Je sais qu'elle se conserve bien, celle-là. Beaucoup mieux, en tout cas. Tantôt, je parlais de mélanger les lots. C'est ce que moi, je fais quand je distille parce que c'est vraiment des très, très, très petites quantités. Donc, si je fais du sapin Oui. pendant mon été ou pendant une saison, je vais mélanger tout ce que j'ai distillé d'une même espèce. Euh, pour moi, Oui. ça devient un lot. Et Muriel aurait mentionné, C'est ça. normalement, on ne mélange pas les lots. Est-ce que dans ce que tu connais, la pratique au Québec, les gens vont mélanger un lot d'une saison ou c'est chaque distillation qui correspond à un lot? Je pense que tout est possible. Ça dépend du producteur, là. Mais souvent, les lots, quand on est un petit producteur et on fait des petits volumes, on ne peut pas des fois se permettre on aurait trop de lots.
Ouais, C'est dans l'été. Donc, moi, ce que je fais personnellement, ma production, étant donné qu'elle est à petit volume, plus à échelle humaine, donc c'est une plus petite cuve que ce qui se fait sur le marché. Mettons, je ne mélangerai pas un huile essentielle de sapin que j'ai fait au mois de juin avec celle que j'ai fait à l'automne. Donc, je prendrais vraiment la même période, des branches qui viennent de la même endroit, à la même place. Là, ça fait un lot pour moi. Même si j'ai 5 distillations, c'est pas grave. Ça vient du même endroit, c'est distillé au même moment, à quelques jours d'intervalle. Donc, OK. moi, je le considère comme un lot Tu les parce que je ne fais regroupes pas avec des ces gros volumes. caractéristiques, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je ne mélangerai pas 2 saisons ou l'hiver puis été. Ou, en tout cas, je vais rester dans la même période. Je fais cette batch-là, disons, là, ce lot-là. Ben, je le fais tout ensemble, puis un après l'autre. Puis ensuite, je remélange tout ça. Ouais. Ouais, Pour moi, faire un lot. C'est plus. j'ai une question que j'ai jamais vu une pruche de ma vie. J'ai 50 ans. Où est-ce qu'on peut trouver de la pruche au Québec? Ben, dans le sud du Québec, il y en a partout. Plus au nord, je ne le sais pas. La pruche est plus difficile à trouver. Souvent, les prucheraies sont plus rares. Quoique j'en ai quelques-unes ici dans ma région. Là, si je descends plus vers la rivière Saint-François, près de Richemont, j'ai une montagne, c'est que de la pruche. J'ai certains endroits. Effectivement, elle est difficile à trouver. Puis c'est une huile rare qu'on trouve seulement au Québec, cette huile-là. Donc, oui, elle n'est pas facile à trouver. Mais oui, ça existe dans le coin. Il y a des belles pousses. C'est des arbres magnifiques qui deviennent géants avec une énergie absolument hallucinante. Là, quand on se colle là-dessus, on sent quelque chose. Là. C'est vraiment... c'est des beaux arbres, des beaux gros arbres droits, là, bien beaux. Parce que j'habite à Québec, alors c'est pour ça que j'en vois pas. Véronique Mais il Tanguay, doit en avoir à Québec. ben, il y en a peut-être Mhm. dans des parcs ou des endroits où ils ont vraiment une variété. Ben, en tout cas, moi, j'en ai. Ouais, peut-être. Parce que c'est un arbre qui est très apprécié en aromathérapie. Comme tu dis, l'arbre est Ouais. impressionnant, mais au niveau énergétique, Michael Zayat en parle avec grande passion et plusieurs personnes adorent cette huile-là, mais c'est vrai qu'elle est plus rare, plus dispendieuse. Mais Ouais. moi, j'aimerais bien en faire, mais j'ai jamais croisé l'arbre en question. Il n'y a pas de branche. Si tu viens dans mon coin, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ah, je vais retourner te voir, puis au moins le reconnaître et le voir en personne, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Oui, oui, oui. Tu parlais que tu as fait des tonnes et des tonnes déjà d'huile essentielle, puis on est le 13 juin. Est-ce que, Oui. je parle de cette année en fait, là, c'est quoi un peu le calendrier des différentes distillations par rapport aux plantes que tu fais? C'est certain qu'on sait que la verge d'or, ça va être à fin août, septembre, parce que c'est là qu'on la voit, mais par rapport aux autres plantes que tu distilles, c'est quoi un peu le calendrier pendant la saison? Euh, Grosso modo, là, je vais dire, au début de la saison, en fait, comme ce que j'ai fait, c'est que moi, mon équipement, j'ai décidé de faire une unité de production qui est à petite. Moi, je ne peux pas travailler à l'intérieur parce que je vais devenir fou. Je vais être comme un animal dans une cage. Fait que j'ai besoin d'être à moitié dehors ou à moitié à l'intérieur. Donc, j'ai installé ma distillerie donc, à moitié fermée. Donc, ce n'est pas protégé du gel. Donc, je suis obligé d'arrêter l'hiver dans les gros gels. Donc, au printemps, quand les gels finissent, vers le mois de fin avril, les gros gels, je dirais, la nuit, là, je peux commencer à distiller. Fait que là, je vais distiller tous les conifères qui vont avoir été faits en fin d'hiver. Fait que là, on parle de tous les sapins, pruches, tous les épinettes blanches, épinettes noires, épinettes de Norvège, ça peut être pin blanc, pin sylvestre, pain rouge, tout ce qui est conifère, en fait. En fait, je le fais jusqu'à temps que vraiment la chaleur arrive puis que les bourgeons soient sortis. Là, comme présentement, il est trop tard, les bourgeons sont sortis. Fait que je viens d'arrêter Les conifères. les conifères. Ensuite de ça, il y a une petite période où est-ce que là, je les laisse pousser un peu. On pourrait faire du mélèze à partir de maintenant, mais je le fais plus en fin de saison normalement. Ensuite, il va arriver, là, j'ai beaucoup de petites plantes là, que je ne vends même pas, que je fais beaucoup de tests ou que j'ai des petits volumes, là, donc que j'en parle même pas.
mais que je vais quand même faire beaucoup de tests là, de la Thanaisie vulgaire, différentes choses que je fais là, pendant le mois de juillet, de la camomille, de la matricaire. C'est des plantes que tu as plantées chez toi, que tu as sur ton terrain. Euh, En fait, la plupart de ces plantes-là, ils sont cultivés dans un centre de recherche à Saint-Camille qui s'appelle Culture Innov. C'est un verger expérimental. Donc, ils font des expériences sur différentes plantes, surtout des petits fruits qui ne sont pas très connus, comme la camerise, différentes petites choses qui poussent au Québec. C'est un centre de recherche, donc c'est des agronomes qui cherchent là-dessus, mais ils sont intéressés aussi par les PFNL, les produits forestiers non ligneux, et par toute plante qui va être un peu, qui peut avoir une utilisation soit alimentaire ou. Donc, avec eux, on fait des tests de rendement. Je fais des tests de rendement. Donc, je regarde là, j'ai une rangée de 64 mètres. Je vais calculer le poids, je vais regarder le rendement. Donc, je suis en train de faire ça. Je fais ça souvent l'été, quand je n'ai pas de grosse production. Ensuite, le thé, je fais un petit peu de thé du Labrador. Je n'ai pas fait l'année passée. Je vais en faire un petit peu cette année. J'en fais juste pour mes besoins parce que avec ce qui se passe au Québec, là, le thé du Labrador, autour du lac Saint-Jean, on est en train de tout détruire les talles. Donc, moi, le cueilleur qui cueille pour moi, il est vraiment consciencieux. Il y a une talle, une personne qui cueille là, qui gère sa talle. Donc, il attend 3 ans avant de revenir, puis il change d'endroit tout le temps. Donc, c'est des beaux endroits. C'est dans Donc, la région du lac aussi, Saint-Jean ou Charlevoix? non, Charlevoix, c'est ça. Près du parc des Grands Jardins. Donc, moi, ma talle, c'est là, puis j'en fais une batch une fois par année environ, des fois deux, juste pour mes besoins de base, parce que je pourrais faire beaucoup, beaucoup de volume. C'est très payant, là, me mettre à faire 100 000 livres si je voulais, là. Mais là, on détruirait trop. Là. Donc, je me contente de faire du petit volume comme ça. Ensuite, là, il y a différentes plantes là, qui embarquent au courant de l'été. Là. Cet été, j'ai des nouvelles essences que je vais faire, en plus de celles que je fais. Donc, je vais faire de la vergerette du Canada, de la carotte sauvage, du génévrier. Plus tard dans la saison, je vais en parler. Je vais l'annoncer sur mon site web. Là. Oui. Mais je vais ouvrir quelques plantes parce que je m'étais limité au départ. Je voulais me faire juste du conifère pour ne pas avoir d'impact sur la ressource. Le conifère, on n'a aucun impact parce qu'on va lors des coupes, on fait juste tailler le bas des arbres. La verge d'or du Canada que je produis aussi, j'ai aucun impact sur la ressource parce que ça pousse partout, c'est fou. Fait que je m'étais limité à plein de plantes, pas les prendre parce que je ne veux pas avoir aucun impact sur la ressource. Mais il y a certaines plantes qu'on peut cueillir qui vont repousser beaucoup. Donc, je fais toutes sortes de petits tests là-dessus présentement. Là. Ouais. On a une question de Yves, justement, au niveau de l'aspect de durabilité. Comment est-ce qu'on peut faire une cueillette dite responsable, durable d'un arbre, c'est-à-dire du sapin baumier? Tu as un peu répondu Oui, tout j'ai à pas l'heure. bien, ça le ralentit. Oui, Oui, je vais sur le recommencer. sapin. Comment est-ce qu'on peut faire une cueillette responsable, durable d'un arbre, c'est-à-dire Sur du le sapin sapin. baumier? OK. Mais peu importe l'essence, les conifères, soit ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tailler juste le dernier petit bout de la branche. Donc, on peut prendre juste le dernier, je ne sais pas, moi, 20 cm ou 30 cm, coupé au sécateur. Ce qui fait que, parce que j'ai justement dans le sapin baumier, un bel exemple, ça fait 3 ans, c'est un gars qui faisait des branches de couronne, des couronnes, des branches pour les couronnes de sapin de Noël. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une plantation abandonnée qui est sur son terrain, qui a, je pense, c'est 50 000 arbres. Et puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe d'un arbre à l'autre, puis il fait juste tailler le bout des branches. Puis là, il y a un petit système là, pour mettre ça dans faire des ballots. Et puis, des petits ballots de 50 livres qui s'en vont avec ça. Et puis, c'est de cette façon-là, ben, quand il coupe la branche, elle refait 2 branches. Puis là, il en recoupe un autre, elle refait encore 2 branches. Fait il y a toujours, ça fait 20 ans qu'il cueille au même endroit, la même plantation. Puis c'est toujours aussi fourni. Donc, quand on le cueille de cette façon-là, ça va. Puis aussi, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que je suis allé chercher les branches lors des coupes d'éclaircie. Je n'allais pas dans les coupes à blanc. De toute façon, dans ma région ici, il n'y en a pas beaucoup, pas vraiment. Mais j'allais dans les coupes d'éclaircie lors de la coupe, puis je ramassais derrière les bûcherons. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. La particularité que je fais, c'est que contrairement à ce qui se fait sur le marché,
Les gens ne savent pas, là, c'est que les huiles essentielles du Québec, c'est fait d'une façon vraiment. Il y a beaucoup de producteurs, c'est des productions industrielles. Donc, c'est des cuves géantes. Pour rentabiliser ça, ils vont prendre la tête de l'arbre. Donc, ils vont faire les pièces de bois, ce qu'on appelle au Québec la dernière pitoune, là, le dernier 4 pieds. Donc, ça, c'est environ à 4 pouces, donc à peu près 15 centimètres. Donc, ce 15 centimètres de bois-là, il va aller dans la cuve. Il va être haché puis mis dans la cuve. Mais ça fait une différence, une huile essentielle qui a eu beaucoup de bois, puis une huile essentielle qui n'a pas de bois. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire des rameaux. Étant donné que j'ai une petite cuve, je fais les rameaux le plus petits possible. Cette année, là, j'en ai eu, là, puis j'ai un nouveau cueilleur. Là. On a réussi à se tenir à, je pense, c'est 3 mm les rameaux, là, pour plusieurs. Puis les plus, là, c'était à peu près un demi-centimètre le plus gros. Donc, je travaille vraiment toujours à réduire la dimension du rameau, du bois, pour avoir le plus possible une huile essentielle qui est concentrée. Parce qu'au Québec, c'est tellement fait dans des grosses cuves et vite, ou dans des containers. Ce qu'on retrouve sur le marché beaucoup, là, les huiles essentielles bio, c'est fait dans des containers dans le coin de Chappé. Donc, c'est une huile de qualité industrielle. Malheureusement, quand elle vient dans la main des distributeurs, elle devient thérapeutique. Mais ce n'est pas une huile. J'allais le dire. Ils les vendent aussi à un Ouais. prix thérapeutique. Oui, c'est ça. Ils les Ouais. vendent aussi. Voilà. Mais leur coût de production est diminué de 50 fois. Là, parce que quand on fait ça dans des gros containers maritimes, puis on met une grosse pression à l'autre bout pour que la vapeur puisse sortir à l'autre bout, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose que fait dans une petite cuve, quelqu'un qui a pris l'attention, qui Ouais, reste à côté de sa cuve tout le long, qui a suivi sa distillation, qui a dit OK, un petit peu plus, un petit peu moins de vapeur, qui peut ajuster sa distillation au fur et à mesure. C'est pas le même produit à l'autre bout. Donc, c'est pas que l'autre n'est pas bon. Il peut servir pour faire des savons, en cosmétique, en plein de choses. Mais quand on veut faire de l'aromathérapie, moi, je pense qu'il faut mettre un peu plus d'attention sur l'huile essentielle qu'on extrait. Puis le temps qu'on passe, si moi, je n'ai pas un piton que je pèse, puis je m'en vais, puis je reviens, l'huile est faite. Là. Fait que tout le long, je suis ma distillation. Ah, les branches un petit peu plus secs, un petit peu moins secs. Je vais augmenter un petit peu le débit, le réduire au début, à la fin. Fait qu'il y a des jeux qu'on peut faire comme ça. Modifier la température de l'eau de refroidissement. Il y a différentes petites choses qu'on peut faire pour avoir une huile vraiment de qualité. Mais pour ça, il faut rester à côté de l'alambic pendant les 8 heures que ça prend. C'est ça. Au fil C'est le des prix ans, à tu payer. as toujours gardé ta passion pour continuer à Oui, perfectionner. c'est un plaisir quand à chaque fois qu'on. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Oui, je travaille fort dans le sens que je fais beaucoup d'heures. Ce printemps, j'ai fait des semaines de 70 heures. Là, quand la matière arrive, on travaille. Mais pour moi, c'est pas vraiment un travail parce que c'est plus c'est un plaisir de distiller. C'est une curiosité. Puis à chaque fois, on a des surprises. Puis c'est ça. Donc, c'est. Non, je pense que c'est. Quand on le fait par plaisir, mon but n'est pas Ouais. lucratif. Ça n'a pas été payant pendant des années. Mais c'est pas grave. Là, je me suis dit, à force de le faire, puis j'ai du plaisir à le faire, ma distillerie est juste à côté de la maison, à 100 mètres de la maison. Donc, c'est avec les enfants, la famille, c'est plus facile. C'est une belle qualité de vie. Puis on a un endroit merveilleux aussi Oui. ici en campagne, des étangs, on peut se baigner quand il fait chaud. C'est ça. On est très, très bien ici. Sonia demande la durée moyenne des distillations, conifères ou plantes comme la verge d'or, par exemple. Ben, ça varie beaucoup d'un conifère, en tout cas d'une plante à l'autre, là. Mais je dirais les conifères, ça dépend aussi un peu de la dimension de la cuve. Ça peut changer un petit peu les temps de distillation. Mais je dirais dans ma plus grosse cuve, un sapin, ça va se faire entre 4h30 et 6h30 à peu près, plus ou moins. Donc, si mon matériel est un peu plus sec, si, ça fait 2, 3 jours qu'il est coupé, ben là, à ce moment-là, ça va distiller un petit peu plus vite que si c'est frais. Donc, c'est juste de suivre la distillation. Là. Mais en général, c'est ça. Dans le cas des plantes, c'est beaucoup moins long. Donc, la verge d'or, c'est environ 1h30. Des fois, je peux l'étirer jusqu'à 2 heures. Des fois, il faut juste suivre sa distillation dépendant du taux d'humidité puis de différents facteurs aussi. Là. Sonia demande aussi, est-ce que Fait tu que vas essayer la les plantes. chimie? La chenille millefeuille, oui, j'en ai fait l'été passé. Malheureusement, la chenille millefeuille, c'est assez particulier.
c'est que c'est une plante qui produit très, très, très peu. Là, on avait acheté dans une place spécialisée des semences indigènes d'Achillée millefeuille au centre de recherche. Et puis, malheureusement, il y a eu une contamination dans les semences. Je ne sais pas, mais j'ai eu de l'Achillée millefeuille rosée. Il y en avait qui étaient rosés. Ça fait que là, je me suis aperçu que les semences qu'ils vendaient, c'était pas bon. Et puis, en le distillant, aussi, il y avait très peu de camasoulen. Donc, là, on va détruire cette génétique-là pour replanter un autre génétique qu'on va prendre, que je vais aller chercher moi-même des semences. Je vais commencer à l'automne. Donc, pour avoir vraiment parce que peut-être qu'avec les années, ça s'est hybridé ou je ne sais pas, j'en vois de temps en temps qui sont un peu rosés. OK. Donc, puis ça donne tellement peu d'huile essentielle. C'est une plante aussi qu'il faut distiller immédiatement après la cueillette. Donc, si on attend 12 heures, trop tard. Donc, il faut y aller tout de suite. On arrive, on cueille, on distille immédiatement. Contrairement à plusieurs plantes qu'il faut laisser sécher un petit peu, qu'on va avoir un gain. Celui-là, c'est vraiment une perte. Donc, c'est un peu touché. Donc, ça prend beaucoup de monde en même temps pour ramasser ou mécaniser, mais moi, je ne suis pas mécanisé. Et puis ensuite, immédiatement distiller, mais c'est une distillation d'au moins 9 heures, puis probablement beaucoup plus. Là, je ne suis pas un expert, je l'ai fait une fois, là, mais quand j'ai vu que je n'avais pas la bonne variété, je n'ai pas insisté, mais c'est ça. C'est une distillation assez longue. Donc, si l'huile est très, très chère, ce n'est pas parce que le producteur fait de l'argent, c'est parce que c'est une huile qui coûte cher à produire. OK. Sonia confirme que c'est une plante qui s'hybride si elle a deux sortes, l'une à côté de l'autre, même dans la nature. Ouais. Euh, Voilà, c'est ça. Peut-être que je demanderai à Véronique, qui avait une question tout à l'heure, d'y revenir en personne, peut-être prendre le micro. Oui. Ah, ben, écoute, je ne sais pas si tu avais déjà fait ça, si je me confonds avec quelqu'un d'autre, de distiller le cerfeuil musqué, donc la myrrhe odorante. Non, j'ai jamais. C'est quoi le cerfeuil musqué, tu dis? Cerfeuil musqué, ouais, myrrhe odorante. Ça pousse pas sauvage, il faut vraiment la cultiver. C'est une plante Oui. très, très anisée. Peut-être que c'est Fabien Girard qui l'avait fait. Je me confonds peut-être avec Fabien. C'est une plante que je Quel genre à cultive. Fabien, ça? C'est une plante que je cultive chez moi puis que j'aimerais Ah, bien distiller, mais la marmotte l'a beaucoup aimé cette année aussi. Fait que j'ai pas pu compétitionner avec elle. Mais une prochaine année. moi aussi. OK. Non, j'ai jamais essayé. Mais peut-être un jour. Oui, 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 c'est probablement une composition qui ressemble beaucoup à l'anis. Même en herboristerie, c'est une plante qui est peu connue, peu utilisée. Pourtant, Oui, quand on la mange, quand OK. on la consomme, c'est très, très, très Oui, anisé, très sucré comme goût. oui, ben là, là, je viens de comprendre, là, le cerfeuil musqué, oui, ça va. Oui, j'en ai dans mon jardin. Je me rappelle plus où je l'ai pris. Puis effectivement, Fabien la distille. Je lui en ai même acheté une bouteille. Euh, puis justement, je regardais ça hier, puis je me disais, ouais, la façon qu'elle se multiplie, je devrais peut-être m'en faire une rangée en quelque part, puis essayer de la distiller parce qu'il y a une saveur d'anis absolument hallucinante, là. Vraiment. C'est vraiment le Pernod québécois avec ça, là. Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, les semences, il faut les semer immédiatement à l'automne. Donc, quand elle est noire, il faut tout de suite la Ouais, mettre en terre parce que là, la semence, elle ne germe pas tout de suite, elle germe au printemps suivant. Mais si on attend au printemps pour la semer, elle est morte, la semence. Donc, il faut ouais, qu'elle absolument soit faire la mise en terre l'automne. OK. C'est bon. Puis d'ailleurs, les semences, les fleurs sont presque finies ici. Les semences, j'ai déjà les semences qui Oui, commencent. oui, oui. Ben, en fait, c'est les jeunes semences vertes qui sont anisées. Chez nous, on appelle ça les bonbons à l'anis. Donc, après, on les laisse grossir. Il faut qu'elles deviennent noires et longues. Puis, quand elles sont prêtes à tomber, c'est là qu'on ressème tout de suite. OK. C'est bon. Merci Véronique. Est-ce que c'est possible d'avoir le nom latin, si tu peux l'écrire Oui, dans je le... vais sortir. C'est une plante qui a à peu près 2 ou 3 noms latins. Je vais aller chercher. C'est Muriel qui a fait la demande, en tout cas, si c'est possible. Oui. Jean, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as des projets cet été d'avoir des classes encore ou ça a été un peu ébranlé par les événements? Ben, avec le coronavirus, c'est sûr que tout a été mis en pause. Sauf que même que je me suis questionné qu'est-ce que je vais faire. Mais là, je les prévois, je les planifie quand même. C'est au mois d'août. Fait qu'on va suivre la réglementation puis l'évolution aussi de la grippe.
Donc, moi, je me dis, si ça suit les saisons de la grippe normale, cet été, on devrait avoir, c'est ce qu'on observe de toute façon, un ralentissement. Donc, je ne vois pas pourquoi au mois d'août, puis moi, de toute façon, quand, je ne pourrais pas. Puis au mois d'août, de toute façon, quand je fais mes ateliers, tu as vu, c'est ouvert. Donc, je ne suis pas dans une pièce fermée. Il y a une ventilation constante, le vent, finalement. Donc, je pense qu'il y a des possibilités, des très, 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 très bonnes possibilités d'avoir mes ateliers de distillation quand même au mois d'août cette année. C'est des ateliers que tu fais en association avec Maurice Nicole de l'Institut d'aromathérapie scientifique. Tu en as, je pense, aussi avec Noblessence. Oui, j'en ai aussi avec d'autres. J'en fais à tous ceux qui me... herbolistes, puis d'autres écoles, mais j'y vais avec ceux qui me le demandent. Là. C'est toujours des gens passionnés qui s'intéressent à l'aromathérapie, donc c'est toujours Est-ce très qu'il y intéressant. aurait la possibilité d'en avoir une organisée par Québec Aroma? Oui, certainement. Il faudrait regarder une date, là, mais oui, Oui, je serais très ouvert. on s'en reparle. OK, c'est super. Donc, ça, c'est au mois d'août. Habituellement, Ouais. c'est, j'imagine, la verge d'or, carotte Au sauvage, mois, c'est des gros. ouais, au mois d'août, c'est ça. Ouais, c'est souvent quand je fais les ateliers de distillation, c'est que je n'utilise pas ma grosse cuve. Donc, je prends une petite cuve de 260 litres qui est quand même gérée avec un générateur de vapeur séparé, là, parce que sinon, ça serait trop. En tout cas, c'est trop de travail, là, gérer un faux gaz. De toute façon, c'est pas rentable. Puis, il ne faut pas faire ça chauffer en dessous, idéalement, là, sauf si on a une petite alambic pour soi-même, c'est correct. Là. Mais pour faire de la production, ça prend un générateur séparé. Donc, oui, je fais ça avec le plus petit alambic. C'est plus facile que le gros parce que le gros, ben, c'est autre chose, disons. Là. Juste Oui. hacher le matériel pour remplir la cuve, ben, ça prend 1 heure et demie. Donc, ou 1 heure. Là. Donc, Quand tu as je 30 ne pourrais pas personnes faire dans de ta télé. cour aussi, tu veux que ça reste plus simple et facile à gérer. Aussi, Ça, là, j'imagine aussi. voilà, c'est ça. C'est moins de travail. Plus Tu ne nous as facile. pas parlé de la monarde. Oui, Peux-tu nous en parler un peu de la distillation de la monarde que tu fais ou oui, que tu as ben, fait dans le passé? oui. Moi, j'ai une variété que je distille présentement. Par contre, j'ai une autre variété que j'aimerais distiller, peut-être éventuellement. Là, je suis en train de faire les semences, de faire des petites pépinières puis de les multiplier. Donc, celle que je distille, moi, c'est la monarde Didima, une variété à thymol et carvacrol. Donc, si je prends toute la plante entière, je la distille, j'ai 52 de thymol carvacrol, environ moitié-moitié. Si je prends juste la fleur, là, je tombe à 70 de thymol carvacrol, environ 35 Donc, c'est celle-là que je fais parce que je trouve ça intéressant pour ces deux phénols. Je pourrais faire du thym et de l'origan, mais ça serait beaucoup plus de travail pour aller chercher les mêmes molécules. Donc, en une fleur vivace, j'arrive à aller extraire du thymol et du carvacrol. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Dans le cas de la monarde fistuleuse, là, je pourrais aller chercher du géraniol. Par contre, c'est ça, il faut juste que je la cultive. Les plantes présentement, au départ, c'était des plantes, les monardes que j'ai, qui étaient destinées à une entreprise qui faisait un désinfectant pour les pattes de vaches ou d'animaux. Puis OK. présentement, ils vendent du désinfectant pour la coronavirus. Ils envoient ça en Chine. Là. Mais par contre, au départ, ils faisaient leurs tests sur le thymol des plantes. Et puis, quand ils ont eu leur subvention et tout, ben là, après ça, ils ont fait planter des immenses champs aux producteurs. Puis là, après ça, ils ont dit, bon, ben finalement, on ne prendra pas vos plantes parce que ça revient trop cher. On va prendre du thymol synthétique. Donc, dans la publicité de la compagnie, ben, c'est de la nature à je ne sais pas trop quoi, mais c'est du thymol synthétique. Donc, OK. c'est là que j'ai récupéré des plantes, puis j'ai commencé à la cultiver. Est-ce que tu fais deux productions différentes, une avec juste les fleurs et l'autre avec fleurs et feuilles pour aller chercher les différents pourcentages? Ben, en fait, c'était un test que j'ai fait. OK. Donc, je voulais, parce que j'étais aussi en collaboration avec André Bélanger à l'époque, qui était le chimiste d'Agriculture Canada, qui avait travaillé sur ce projet-là aussi avec cette compagnie-là. Donc, c'est ça, je voulais. Je ne me rappelle plus la question exactement. Là, je voulais. Ah, ben si tu fais deux productions différentes, là, quand tu fais la distillation, est-ce que tu en fais une juste avec les feuilles, les fleurs, et l'autre OK, oui. distillation juste avec les fleurs? Ouais, c'était lors de cette affaire-là. En fait, c'était vraiment de faire un test. C'est que M. Bélanger me disait, lui, non, souvent les chimistes ou
en tout cas, ceux qui sont plus pour la production, ben, il n'y a pas de différence entre si tu prends, tu fais plus de détails ou tu fais plus rough, plus gros. Fait que lui, il m'a dit non, non, tu peux prendre toute la plante, c'est pareil, il n'y a aucune différence. OK? OK. Fait que j'ai dit, on va le tester. Fait que j'ai fait une partie comme ça, puis l'autre partie, j'ai fait juste cueillir la fleur à la main. Puis effectivement, cueillir juste la fleur à la main, il y a beaucoup plus de molécules intéressantes dans la fleur que dans le reste de la plante, même s'il y en a dans le reste de la plante. Puis c'est vrai aussi pour la verge d'or, c'est la même chose. Au début, quand j'ai commencé à faire de la verge d'or, je voyais tout le monde qui prenait, je sais pas moi, 60 cm, 75 cm, 1 mètre de plante. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai Là, il une y avait petite beaucoup de culture. feuilles. Il y avait beaucoup de feuillage. Puis là, M. François-Xavier Garneau, qui était le professeur émérite, le chimiste au laboratoire La Sève à l'époque, à l'Université du Québec à Chicoutimi, il m'a dit non, il dit les molécules intéressantes sont dans les fleurs. Il dit tu vas en avoir dans le reste de la plante, mais si tu veux vraiment aller chercher du germacrène, des différentes molécules intéressantes, va plus avec la fleur. Puis je ne comprends pas pourquoi les autres ne le font pas, parce que je pense que je suis un des seuls à faire juste la fleur. Fait qu'on ramasse juste le dernier, peut-être 15 cm, 20 cm maximum, plus 15 cm là, de la plante. Fait que juste la fleur. Il y a toujours un petit peu de verre au travers, mais ça donne une huile complètement différente. On met une bouteille une à côté de l'autre, on dirait que c'est pas la même, c'est pas la même plante. C'est pas la même huile, tout simplement. Hein? Il n'y a pas beaucoup de livres sur. On en a déjà parlé en personne, mais il n'y a pas beaucoup de livres sur la distillation. Des livres récents ou des Ouais. livres même avec les plantes québécoises d'ici. Est-ce que c'est pas quelque chose qui serait. Est-ce que tu ne serais pas intéressé éventuellement de mettre sur papier, partager ton expertise et d'écrire un genre de livre, un document ou quelque chose comme ça qui pourrait servir Ouais. aux gens qui te succéderont? Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que ce savoir-là devrait être diffusé, contrairement à ce qui se fait présentement, que c'est gardé souvent secret par beaucoup de producteurs. Donc, quand on voit une porte fermée, défense de passer, on n'a pas le droit d'aller voir la distillerie, posez-vous des questions. Mais ce que je veux dire, c'est que Oui. on devrait de rendre ça accessible à tout le monde. Fait que moi, c'est ce que je fais dans mes cours pas d'aromathérapie, mais des ateliers de distillation. Puis n'importe qui vient me voir aussi, je n'ai pas de secret vraiment, là. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait, oui, effectivement, faire, mais c'est juste que moi, présentement, avec ma situation, la terre à m'occuper, le bois de chauffage, le bois tout ce que je m'occupe ici, j'en ai trop. Fait que T'en as peut-être déjà qu'un pas jour, mal. ça pour mes plus vieux jours, mais il existe quand même quelques livres. Il y avait eu à l'époque, dans les années 70-80, un document qui avait été fait par le gouvernement du Québec, la production des huiles essentielles du Québec. Sauf que c'est assez bidon. Toute l'information n'est pas tellement bonne dedans. Moi, mon livre de référence à moi, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment une bible, c'est le livre du docteur Benjilali, du professeur Benjilali au Maroc, à l'Institut Rabat d'agroéconomie. C'est un monsieur qui a écrit un livre, ça s'appelle, je l'ai juste à côté, Distillation des plantes au Maroc. Je suis pas allé le chercher, en tout cas, c'est un livre qui va vraiment, c'est un monsieur qui s'est passionné. Je lui ai déjà parlé au téléphone, on a déjà échangé, il est décédé aujourd'hui. C'est un monsieur qui est passionné, il allait faire des tests même juste sur l'impact de l'isolation d'une cuve, l'impact du vent sur l'isolation d'une cuve. Donc, lui, il était au Maroc, il faisait chaud, puis les gens n'isolaient pas les cuves. Il s'est aperçu qu'en isolant les cuves, il y avait moins de pertes, donc moins de recondensation des molécules à l'intérieur de la cuve. Ça, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant, je vais me référer souvent. Ils vont parler souvent des plantes du Maroc, mais les principes de distillation sont là, les équipements. Ils parlent de tous les types d'équipements de refroidissement, les types de cuves, le col de cygne, à quoi ça sert, comment le faire. Ils vont montrer différents types de col de cygne, etc. Donc, c'est un livre de référence qui est vraiment intéressant, que je recommande à tout le monde. Si tu peux m'envoyer le titre par courriel, je le mettrai sous la publication. OK, parfait. Je vais l'envoyer. Pour les gens du groupe. Il y a Jocelyne qui demande si on peut se procurer tes huiles essentielles chez Québec Aroma. Oui, j'ai mis le lien vers toutes les huiles du Québec et j'ai les huiles de Jean. On peut les prendre aussi directement sur ton site Internet. J'ai mis le lien au début. Oui. Est-ce que tes huiles, j'imagine qu'on les retrouve chez différents producteurs, pas producteurs, mais compagnies, parce que tu les vends
Je le vends à des distributeurs. Donc, j'en ai en France, entre autres, là, mais j'en ai aussi au Québec. Mais j'ai pas. En fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs qui sont prêts à payer pour avoir de la qualité. Fait que souvent, ils vont chercher un rapport qualité-prix. Donc, moi, c'est sûr que mes huiles vont être beaucoup trop chères pour Ouais. des gros distributeurs. Donc, je vais chercher des distributeurs peut-être plus pointus qui cherchent plus une qualité dans l'huile essentielle, qui vont faire des recherches, qui vont s'assurer, qui vont demander la chromatographie quand ils achètent, qui vont s'assurer que toutes les molécules qui devraient être là sont là pour un effet thérapeutique. Donc, c'est ça. Au Québec, là, j'ai quelques petites boutiques, mais j'ai ralenti beaucoup. Je fais moins de boutiques, j'ai pas le temps. Je suis Ouais. trop en forêt ici. Donc, c'est plus le distributeur ici au Québec. Puis en France, j'en ai peut-être une couple, là. Mais Muriel, puis ben, c'est intéressant parce que les gens, ils veulent acheter, comme même les gens de la France, ils veulent avoir de la bonne épinette noire, des bonnes huiles. ouais, Ce qui se retrouve, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, là. non, C'est dommage. Mais en tout cas, ouais. moi, je les ai chez Québec Aroma, puis j'essaie de toujours aller chercher cette qualité-là le plus possible. C'est pour ça que j'aime avoir les huiles essentielles directement des producteurs aussi, Ben, embouteillées c'est chez ça, le c'est justement producteur. quand comme toi, c'est quand on fait la recherche puis qu'on prend le temps d'aller voir, toi, je pense que tu es allé voir aussi chaque producteur, tu allé voir comment tout le monde travaille un peu, l'énergie de Oui. chaque place. Mais c'est ça, c'est important. Quand on distribue des huiles essentielles, c'est une chose de base. On ne peut pas juste acheter le prix. Souvent, c'est les gens, ils magasinent par prix. Donc oui, c'est pas cher, je l'achète, c'est beau. Je sais pas trop c'est quoi, c'est pas grave, c'est pas cher. Dans le Mais groupe hier, Dans le groupe ouais. hier, on a vu une bouteille de 5 millilitres de thé du Labrador à 10 $. Ouf, ouf, ça c'est pas bon, ça. Ça a soulevé les questions. J'ai finalement enlevé la publication pour pas tomber dans le bashing, mais c'est dommage qu'on retrouve ça puis que les gens ils savent pas, on sait Ben, pas c'était trop ce que la Philippe, raconte. Philippe Malbio dans un de ses livres qui écrivait que je pense que c'est 85% des huiles essentielles sont falsifiées. Donc, si ça c'est vrai, ben c'est facile d'augmenter. Avec un litre, on peut faire 5 litres d'huile. C'est assez simple. Donc, c'est ça. Puis même, il y a une chimiste ici qui travaillait pour les NPN, donner des numéros de produits naturels pour Santé Canada. Elle travaillé pour plusieurs grosses boîtes de chimistes. Elle me disait, c'est la première chose qu'on fait, les chimistes, quand on reçoit un lot d'huile essentielle, on fait la chromatographie, on la regarde, puis là, on regarde comment qu'on pourrait le rentabiliser. Fait qu'ils vont aller extraire de l'huile essentielle certaines molécules qui vont remplacer par des molécules synthétiques à l'intérieur. Puis ça, c'est juste jouer avec la composition un petit peu. Puis ensuite aussi, elle me disait qu'il y a différentes choses qu'ils peuvent faire, là. Donc, c'est ça, toutes les huiles faites en gros. Ici, j'ai une distillation, une distillerie pas loin de chez moi qui font du conifère. Ils ont 4 cuves de 3 mètres par, je pense, c'est 18 mètres de haut ou quelque chose comme ça. C'est des silos. 4 gros silos Ah ouais. qui sont un à côté de l'autre, là, dans une vieille grange. Et puis, à tous les 2 jours, il y a un camion avec des barils d'huile qui sort constamment. Puis, c'est une grosse vanne, là, les plus grosses vannes qu'on voit au Québec, là, avec une pince hydraulique qui fait tous les propriétaires pendant tout l'été. Fait que c'est de la production de masse à des prix qu'on ne peut pas battre. Moi, je ne veux même pas essayer de battre ces prix-là. C'est impensable. Je vais travailler. Au début, quand j'ai commencé, j'ai été très déçu. J'étais idéaliste. Je pensais que étant donné que les huiles essentielles étaient chères, je pensais que c'était payant. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait du sapin baumier. Je me suis pris une journée à aller chercher mes branches, toutes les couper en petits morceaux, les mettre vraiment le parfait. Ensuite, j'ai pris une journée pour distiller. Ça m'a donné 380 millilitres. Ensuite, j'ai appelé un des plus gros distributeurs au Québec. J'ai dit, bon, ben, j'ai de l'huile essentielle d'épinette blanche. Vous payez comment ou c'est quoi le prix du marché? Puis là, il m'a dit, c'est 75 le litre. Moi, pour 2 jours de travail, j'avais 380 millilitres. Là, j'ai compris des choses. Donc, ça donne un petit peu une idée là, quand on parle des prix. C'est pour ça que moi, je me dis, bon, ben, j'essaie pas d'atteindre ces prix-là, ça donne rien. Je vais faire un prix pour que je puisse faire un salaire puis en vivre dignement puis honnêtement puis avoir une qualité de vie aussi. Sans que ce soit, c'est rien pour faire des millions, mais c'est la qualité de vie qu'on a puis le rythme de vie qu'on a aussi avec tout ça. Non, mais c'est pas le même produit, tu vois. Et tu produis de la qualité parce que tu as cette passion-là pour la fabrication et d'avoir une huile de qualité. Tu t'intéresses
à faire tes tests puis aller optimiser le processus pour avoir une bonne huile, c'est pas la même, c'est pas la même Pas la game même approche. que ça. C'est ça, c'est pas le même marché non plus. Non, c'est ça. Exactement. Tu fais aussi, tu récoltes aussi les hydrolats. Oui, les hydrolats, je récolte, en fait, je les sépare un peu. Je fais les premiers tiers et deuxième tiers. Donc, parce que dans l'hydrolat, si on veut un hydrolat de qualité thérapeutique, il faut faut le ramasser dans le premier tiers de la distillation. Donc, si une distillation dure 3 heures, bien, dans la première heure, l'hydrolat, ça va être le premier tiers. C'est elle qui va être de meilleure qualité, le plus concentré possible. Donc, je les ramasse, oui, j'en ramasse beaucoup. J'ai des pertes. J'ai beau stériliser au peroxyde d'hydrogène. Il y a un pourcentage de perte, mais souvent, s'il y a une perte, on le sait tout de suite, c'est une petite poussière ou quelque chose qui est arrivé dedans au début. Donc, tout de suite, après 2, 3 mois, on le sait que celle-là, elle a tourné. Mais les autres, ils se conservent très, très bien dans des bonnes conditions, au frais, à la noirceur. Donc, oui, c'est un produit super intéressant qui n'est pas très connu, de plus en plus connu. Là, je l'offre de plus en plus. Puis, de plus on l'offre, plus ça se vend. C'est ça. Parce qu'il n'y La a pas beaucoup dernière de fois qu'on producteurs. s'est Pardon, on a un petit délai. La dernière fois qu'on s'est vu, tu nous avais servi un breuvage avec des hydrolats. Je me souviens plus, il y avait du pain, Oui. je crois, dans ça. Est-ce que Euh, c'était quoi exactement? L'épinette, de L'épinette? l'épinette blanche, hydrolat d'épinette blanche avec du Perrier. C'était excellent. J'en prends régulièrement. Puis même l'hydrolat d'épinette blanche, moi, je trouve que ça me stimule. Donc, ça remplace un café finalement. OK. Ça réveille un peu. Donc, je trouve ça bien intéressant. Même l'hydrolat, ça pourrait être pris dans les gens qui font des mix d'alcool. Il y aurait des beaux mélanges à faire avec des hydrolats partout dans le monde aussi, là. Il y a beaucoup de potentiel dans les hydrolats, mais c'est plus ou moins connu. Ouais, ça va venir, je pense. C'est une question de temps. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Jean? Moi, je voudrais dire quelque chose. Je trouve Oui. Oui. dommage que quand on achète une huile essentielle sur un site, donc il est au nom de la compagnie et qu'on n'a pas le droit de Oui. savoir de chez qui elle vient, de quel pays. Enfin, il y en a certains, le pays, on arrive à savoir, mais on n'arrive pas à savoir quel est le producteur de l'huile essentielle. Tout ça est secret, caché et Voilà. je trouve que c'est pas gai. C'est pas bien. Ouais. Je suis d'accord à Les 100%. distributeurs, ils devraient dire de leur source parce que c'est là qu'on voit si on va avoir de la qualité, si on a de la qualité, on n'est pas gêné. Mhm. Si la qualité peut être douteuse, ben là, on a intérêt à ne pas le dire. On peut savoir en France où vous vous livrez ou c'est secret? Ah, non, c'est pas secret. Ben, j'en ai un plus gros, là, peut-être, là. Société Le Gatillier. Ah oui, chez Avec Christian Christian. Escrivá. Lui, il a vraiment fait venir les huiles essentielles de plein de producteurs. Il les a tous sentis. Puis, il a choisi ses producteurs, là, mais il y a lui, Arôme du Monde aussi, qui n'est pas très connu, Ça, qui je est tout connais petit. pas. Ouais, qui est pas, Et en en France. Belgique? Il n'y a rien en Ah, Belgique? j'en ai pas présentement en Belgique, non. Merci. Bienvenue. Philippe a une question. Avec un Oui. peu d'expérience, le nez fait la différence entre une mauvaise huile essentielle et une bonne. En fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. Oui. Là, je perds des bouts. OK. Ben, en fait, c'est ça même. Je voyais Christian Escriva qui, lui, c'est vraiment au niveau de l'olfactothérapie. C'est vraiment au niveau de l'odeur qui va pouvoir détecter les huiles de qualité ou pas. Mais ça développe aussi, ça, ce sens-là, puis cette méthode-là, là. Mais effectivement, l'odeur va donner un bon indice. Et ce que je voudrais dire aussi, moi, en Belgique, je commande chez Florescence et Oui. pour l'instant, ben, il n'y a pas de pruche. Il n'y a pas Et de pruche. non, elle ne vend pas de pruche parce qu'elle a commandé une parcelle Oui. et la pruche, elle n'est pas prête à être distillée. Donc, elle attend. Mais elle ne OK. vend pas une autre pruche en attendant. Ils sont en rupture de stock et les gens n'ont qu'à attendre parce qu'elle, elle veut cette parcelle-là. Donc, je me demande aussi comment est-ce qu'il sait savoir que l'huile essentielle sera exceptionnelle, quoi, à l'avance.
C'est très difficile de savoir, en fait, mais c'est de savoir aussi comment la personne travaille. Il y a tellement de détails là-dedans, hein, c'est fou, là. Euh, comment ça vient de où? C'est quoi le volume de la dimension de la cuve? C'est extrêmement important. Donc, dans mon livre, justement, du monsieur du Maroc, il disait qu'il y avait une étude qui avait été faite sur une cuve de 7000 litres et puis sur une cuve de 500 litres. Puis la qualité était vraiment médiocre dans celle de 7000 litres, puis comparée à celle de je ne sais plus comment, là, la plus petite. Donc, effectivement, que la distillation va être plus périlleuse quand on a une plus grosse cuve. Puis ça dépend de la forme de la cuve aussi. Si elle est ronde, c'est plus facile. Si on met ça dans un container incliné comme ça, ben là, c'est sûr qu'il faut mettre de la pression pour que ça se rende à 10 mètres plus loin. C'est plus facile de faire une huile de qualité avec une plus petite cuve parce qu'on contrôle plus les éléments de la distillation. Donc, de savoir d'avance, la matière première, je suis certain qu'elle est bonne partout parce que c'est des forêts, il n'y a pas de plantation de pruches. C'est des forêts, c'est sauvage, c'est pas arrosé, à moins que ce soit à côté d'une usine, là. Mais peut-être qu'elle, justement, elle sait où est-ce qu'il est la pruche, puis c'est ça, elle veut savoir, elle veut avoir ce lot-là. Mais oui, il y a différentes. L'huile essentielle, c'est comme la certification bio. Tu sais, la certification bio, elle va dire oui, l'huile essentielle est exempte de pesticides ou elle n'a pas été cultivée avec à côté d'un. En tout cas, ici au Québec, c'est 8 mètres d'une culture OGM ou d'un arrosage chimique ou d'un chemin. C'est pas beaucoup. Et puis, mais par contre, ça ne dit rien sur comment ça a été distillé, la dimension de la cuve, comment ça a été récolté, c'est quoi la dimension des rameaux. Est-ce qu'ils ont attendu dans des gros tas à chauffer au soleil pendant quelques jours avant d'être ramassés puis distillés? Est-ce que, tu sais, c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi je m'inspire beaucoup de la certification Les Simples qu'il y a en France. Donc, qui va vraiment aller chercher tous les aspects du travail de la distillation, tout ce qui est autour, pour contrôler tous les éléments pour arriver à avoir quelque chose qui est de qualité. Donc, parce qu'on peut faire plein attention sur plein de choses, puis à un endroit, être inattentif, qui va faire que l'huile va être de mauvaise qualité. Ça fait qu'il faut avoir une vision plus holistique, plus globale sur toute l'activité de l'extraction d'huile essentielle et puis essayer d'aller chercher le mieux de ce qu'on peut faire partout dans tous les éléments. C'est pour ça que c'est difficile. L'huile essentielle, c'est à peu près impossible pour un consommateur de savoir si l'huile va être bonne avant ou après l'avoir achetée, à moins d'avoir rencontré le propriétaire, le distillateur, avoir distillé avec. Parce que même si ça paraît beau, en distillant, on peut s'apercevoir qu'après 1h30, l'huile est sortie, OK, ça ne donne rien. Je vais aller chercher 5 % plus de volume d'huile en distillant 4 heures de plus. Je vais laisser faire. Je vais faire juste 1h30. Mais ça paraît quand on fait une chromatographie, ça paraît quand on le sent. C'est tous des petits détails qu'il faut regarder. Fait que j'aime beaucoup l'idée de justement la certification Les Simples en France, d'avoir une vision plus holistique sur tout l'ensemble du travail pour arriver à avoir une qualité, tout simplement. Ouais. Merci. Bienvenue. On a une question de Yves. En termes de qualité énergétique, quel arbre préférez-vous et pourquoi? Ah, mon Dieu! J'aime beaucoup, j'en ai plusieurs, mais j'aime beaucoup la pruche et le mélèze. Donc, oui, on parle beaucoup de la pruche. Est-ce que la réputation est surfaite? Je ne le sais pas. La pruche et le mélèze viennent me chercher beaucoup. Pourquoi? Ça vient des tripes, là, je ne pourrais pas dire exactement. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est un peu résineux, boisé ou même, je dirais, des patchoulis ou toutes ces choses, ces huiles un peu résineuses-là. Là. Mais oui, parce que moi aussi, je les connais, les arbres. Là, ici, j'ai des gros pins. J'ai un gros pin sur ma terre, entre autres, qui est géant. Et puis, j'ai des grosses pruches aussi. Donc, je vais me promener souvent en forêt. Puis, c'est sûr que les pruches et les pins blancs, ils m'intéressent beaucoup. Les mélèzes, c'est une huile que presque personne fait parce qu'à cause de leur méthode de production, les aiguilles vont tomber avant que ça arrive dans la cuve. Donc, il y a trop de délai entre la coupe. Puis souvent aussi, c'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut tout enlever le bois. Donc, il n'y a pas beaucoup de mélèzes sur le marché.
Puis c'est une huile aussi qui est absolument hallucinante, un peu comme la pruche ou même le pain blanc aussi. C'est mes 3 arbres énergétiques que je trouve les plus importants, les plus significatifs pour moi. Et puis, je vois souvent des compagnies qui vendent des mélanges d'huile essentielle au niveau énergétique. Puis, je fais juste sentir, puis je sais que l'huile essentielle qui est utilisée, c'est de l'huile industrielle. Donc, pour moi, personnellement, si je veux faire travailler au niveau énergétique avec une huile essentielle, la façon dont l'huile va être extraite est encore plus aussi important qu'en aromathérapie. Donc, il faut vraiment faire attention à quelle huile on prend si on veut avoir vraiment un effet. Sinon, ça fonctionnera peut-être pas, là, je ne sais pas. Oui. Ouais. Il y a José Boily qui, à 2 reprises, a mentionné, je vais lire son dernier message. Très heureuse de vous avoir rencontré par le biais de cette rencontre. Très intéressante, cette conférence. Bravo et bonne continuité dans votre production. Je pense que les gens apprécient beaucoup. Puis José elle a pris le temps de l'écrire à 2 reprises. On arrive vers la fin, mais j'aurais quelques questions encore. Véronique, que penses-tu des hydrolats de plantes non aromatiques, le calendule, ortie, prêle? Certaines compagnies les vendent, mais il est impossible de connaître leur composition. Oui, ben en fait, je me pose la question, je pense autant que Véronique, c'est qu'au Québec, je ne connais pas personne qui en fait, à part peut-être un petit producteur là, qui s'amuse à en faire pour s'amuser, mais de vendus, je n'en ai jamais vu. Je n'arrive pas à comprendre, moi non plus, à quel niveau ça va travailler, puis comment, parce que je ne connais pas la composition. Puis j'arrive pas à trouver de la littérature là-dessus ou quelque chose là-dessus, mais je sais que ça se fait effectivement, puis c'est utilisé. Je sais qu'Alixir a déjà fait de l'huile essentielle. Ah, elle est aromatique, c'est vrai, d'herbe à puce. Je vais peut-être l'essayer cet été aussi. Elle serait aromatique apparemment. Mais c'est ça, non, je comprends pas bien. J'avoue, je comprends pas bien le pourquoi. J'aimerais comprendre, pour savoir, puis peut-être en faire aussi s'il y a un intérêt. Mais non, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, malheureusement. C'est dans le livre de Michel Faucon sur les hydrolats qui amène le fait qu'on a des hydrolats aromatiques et des hydrolats non aromatiques. Par exemple, Oui. le centauré qu'on appelle le bleuet en France, l'hydrolat de bleuet est très populaire, puis pourtant il ne donne pas d'huile essentielle. Même chose pour le tilleul. Ici au Québec, on a des champs de centauré sauvages. Donc, le problème, c'est que si on veut analyser la composition, c'est des techniques pour analyser les molécules aromatiques. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser les molécules non aromatiques? Donc, c'est quelque chose que je veux m'amuser à faire cet été parce que je trouve ça, tu sais, on voit des compagnies qui vendent ces hydrolats-là avec des propriétés thérapeutiques. On n'arrive jamais à voir les compositions. S'il n'y a pas de molécules aromatiques, qu'est-ce qui s'y retrouve? Si ce n'est pas une infusion, on n'est pas supposé avoir les minéraux, les composés phytochimiques d'une infusion. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça que je voulais explorer, puis trouver des façons d'analyser aussi les composants. Ben, d'après moi, on peut quand même analyser, parce que dans les hydrolats, moi j'ai tout fait analyser mes hydrolats. Ça coûtait, au lieu de 200 je pense que c'était 450 à l'époque. Je les avais fait tout analyser. Mais il y a une technique, c'est pas la même technique avec le spectrographe de masse, c'est une autre technique. Mais ça coûte plus cher. Mais je pense qu'à peut-être en essayer d'en distiller puis essayer de le faire analyser pour avoir notre rapport d'analyse en main de ce qu'on a fait, ben là, ça pourrait être intéressant. Là. Puis avoir des aromathérapeutes, des gens qui sont capables de comprendre un peu les molécules puis de faire des liens avec les effets thérapeutiques aussi. Mais au Québec, je n'ai pas vu personne qui a travaillé là-dessus. C'est un peu comme la gémothérapie. Il n'y a pas grand-chose au Québec qui se fait là-dessus. Il y a comme des domaines qui. Pourtant, il y a plein de gens intéressés à plein de choses, mais il y a comme des domaines qui ont été laissés pour compte un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas arrivé ici encore, peut-être assez, je ne sais pas. Ouais. Ben moi, Mais j'ai je vais pris regarder dans le livre de. un cours sur la Gémeaux qui va être disponible par l'Herbotech sous peu. Mais le problème, c'est que même si on l'adapte aux plantes d'ici, on n'a pas vraiment d'analyse. On est encore avec ce qui a été fait très, très traditionnellement. Puis encore là, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas tant d'études ou d'analyses. C'est toujours la même chose qui est redite d'un livre à l'autre.
ça va prendre à m'amener un petit peu plus d'informations puis d'analyse pour être capable de creuser sur le sujet, puis même sur nos arbres à nous, avec notre peuplier baumier. Oui, ben oui. Fait qu'il y a plein de choses. En tout cas, il y a Christian Escriva qui a écrit des livres là-dessus, Oui, qui a tout à fait fait. là-dessus beaucoup de recherches. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Là. Je suis supposé les faire venir éventuellement. Là. Ben, c'est Christian qui m'a inspiré au départ quand on a fait un voyage chez lui avec Michael Zayat. Donc, c'est Christian qui m'a initié à la gémothérapie. Donc, oui, en effet, son livre est très intéressant. Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, je pense. Il y a Oui. beaucoup à faire encore. Ouais. Jean, il y a encore plein de choses à se dire, mais notre heure est passée. Ça a été super intéressant. Quelqu'un demande quel est le nom du livre en question. Si vous me laissez une seconde, là, je fais 2 pas et je le prends et je vous le donne. Ça ne sera pas long. D'accord. Oui, est-ce que le livre, est-ce qu'il parlait du livre sur la gémothérapie ou le livre sur la distillation? Je pense que c'est les deux. Véronique a montré l'autre. Ouais, la gémo, précis de phytothérapie, parce que c'est un livre qui fait moitié teinture mère, moitié gémeaux. Mais le problème avec ce livre-là de Christian, c'est qu'il explique pas comment on fait la gémo. Donc, pour vraiment avoir un livre qui explique la gémo, c'est un livre français de Stéphane Boitard qui explique comment on fait la macération de ce que j'amène dans mon cours, puis il amène une ouverture enfin qu'on peut utiliser autre chose que de la glycérine, donc du miel, du sirop d'agave comme Christian Escriva fait, mais aussi au Québec, pourquoi pas le sirop d'érable. Donc, il y a vraiment beaucoup à explorer. On va aller chercher. Intéressant. Christian, c'était Christian qui déjà? Comment? Christian, c'était Christian quoi, le nom de famille? Escriva. E-S-C-R-I-V-A. Christian Escriva, c'est Société Le Gatillier. Puis il vend ses livres en ligne, on peut les faire venir. D'accord. C'est intéressant. Puis l'autre livre sur la distillation, je le montre ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Plante aromatique. Oui. Voilà. Ça fait que le titre, c'est Plantes aromatiques et médicinales. Atouts du secteur et exigences pour une valorisation durable. C'est un livre il parle beaucoup des plantes du Maroc, là, mais c'est vraiment... j'essaie de m'enligner avec la caméra, là, c'est pas facile. Puis, je peux même donner le ISBN, si vous voulez. Ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si ça se voit. On n'est pas aligné, je pense. Oups. Pas du bon bord. Attends un petit peu. Il est en bas ici, l'ISBN. OK. C'est ça. Je vais vous le. On va mettre le lien, ça va être plus simple. Oui, on s'écoute, on s'enverra les infos. Puis si les gens veulent communiquer avec moi, Jean va m'envoyer l'information. Ouais. Puis je pense qu'il y a même une partie de ce livre-là qui est disponible sur des secteurs d'un site web du laboratoire La Sève. C'est encore. C'est comme des pages fantômes qui se promènent, là, que c'est pas facile à trouver, mais des fois, on tombe sur des parties du livre qui avaient été comme copiées par le laboratoire La Sève. Parce que ce livre-là, je pense qu'il est très difficile à trouver. Même, j'ai un Marocain qui est allé à l'Institut Rabat d'agronomie, puis il n'a pas réussi à le trouver là-bas. Moi, j'en ai un dédicacé, je suis bien chanceux, là, mais je pense qu'il est assez difficile à trouver. Il faudrait le rééditer ou tout simplement le photocopier puis le mettre en PDF. C'est juste du temps, ça. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui auraient intérêt à être sur la distillation. Parce que je vois des distillateurs, des fois, qui m'appellent là, en Abitibi ou partout. Ils ont des problèmes, puis là, ils m'envoient une photo de la cuve. Là, je fais juste regarder la forme de la cuve. Je me dis, OK. Et déjà, il y a une partie du problème qu'on voit là. S'ils savaient des choses de base, comment faire le col de cygne, les principes de distillation, s'ils connaissaient un petit peu plus, se mettre à la place de la vapeur, comment ça fonctionne, pas la compresser ou la restreindre à un endroit, puis faire une refragmentation des molécules dans la cuve. Il y a différentes petites techniques qui changent beaucoup de choses. Ouais. Jean, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Comme ça, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Je pense que tout le monde, tu vois peut-être pas les commentaires, là, les gens disent merci beaucoup, super intéressant. Tout le monde est content. Bon. Donc, ça se termine comme ça. On se retrouve demain, les autres. Et tu es le bienvenu. Si tu veux te joindre à nous, il reste encore une semaine de rencontres. OK, ben peut-être dimanche. Ouais, dimanche, la semaine, c'est plus difficile, mais la fin de semaine, c'est plus facile pour moi. Super. Si jamais c'est possible, tu es le bienvenu. Donc, on se retrouve demain, tout le monde. Merci beaucoup. OK, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.